Je voudrais aussi remercier les organisateurs, Vincent et toute l'équipe, pour cet accueil à la fois chaleureux et impeccable. Alors, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de méthodologie, parce que principalement, c'est par le biais méthodologique que je vais vous présenter les travaux que nous menons au laboratoire NT2. Alors, l'archivage, et moi aussi, je vais un peu lire mon texte pour pouvoir tout vous dire dans le temps qui m'est imparti. Alors, l'archivage est la mise en valeur de la création hypermédiatique. Alors, création hypermédiatique, dans notre définition, désigne la création conçue pour une diffusion sur le web et mettant à profit l'ouverture contributive du réseau. Car nous avons, vous avez compris, je suis du Québec, nous avons aussi un mandat de créer un vocabulaire scientifique en français. Donc, nous nous refusons à employer les thèmes net art, web art, etc., qui sont des anglicismes. Donc, nous créons un vocabulaire scientifique francophone pour les œuvres médiatiques. Donc, hypermédiatique, création. Cette création est au centre de la vaste démarche de recherche entreprise par nos laboratoires. Ce sont des laboratoires au sein de 3 universités québécoises, l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, à laquelle je suis affiliée, mais aussi à l'Université Concordia, qui est une université anglophone de Montréal, et une université en région, qui est l'Université du Québec à Chicoutimi, dans le Grand Nord québécois. Alors, nous le savons, et c'est l'enjeu qui nous réunit aujourd'hui, l'apparition de pratiques culturelles, artistiques et littéraires ancrées dans le numérique requiert le renouvellement des manières de faire ainsi que des modes d'organisation et de diffusion de la recherche. Le développement des humanités numériques passe par des propositions méthodologiques devant permettre la production tout autant que la valorisation et l'organisation des contenus. Les laboratoires du NT2 se penchent sur... Alors, je vais partir se penche sur ces aspects de manière assidue depuis 2005, notamment à travers la création d'environnements de recherche et de connaissances pour le web sémantique. Les environnements de recherche et de connaissances sont des ressources complexes mises en ligne, ouvertes à tous et déployées en temps réel, dynamiques et en développement continu, offrant des résultats de recherche intermédiaires et non seulement l'exposé de résultats finaux ou terminaux. Il livre donc des strates d'analyse qui permettent d'exploiter un champ de recherche de façon soutenue et d'animer des communautés de chercheurs. De telles ressources comprennent différentes modalités d'organisation, de transmission et de valorisation de l'information. Elles s'intègrent dans un écosystème numérique qui permet de catégoriser et indexer les contenus afin de pouvoir les partager dans un esprit d'accès libre, mais aussi dans une perspective reposant sur le concept d'expérience. Ce concept remplace pour nous la notion d'œuvre et exploitant une diversité des documents et d'informations. Alors, ma communication portera sur les stratégies et défis que ces environnements de recherche et de connaissances présentent et sur les méthodologies propres aux objets numériques. Ces perspectives impliquent de repenser les stratégies de la recherche, notamment celle de l'histoire de l'art actuelle, pour la mise en valeur et la conservation des patrimoines numériques. Alors, le grand défi des études sur l'hypermédia a été jusqu'à maintenant la compréhension d'un phénomène en progression exponentielle, un défi de taille qui se trouve en partie réalisé, mais vous l'aurez compris, dont l'exhaustivité restera à jamais inaccessible. Pour ce faire, nos recherches se sont principalement inspirées du principe de l'échantillonnage et de l'indexation descriptive, à la fois d'œuvres références et de concepts clés. Alors, du principe de l'échantillon, nous sommes passés au modèle de la collection, c'est-à-dire penser des stratégies de sélection et de mise en valeur de ces prélèvements révélateurs de la création et de la créativité, notamment par des pratiques de commissariat en ligne dont je vous parlerai tout à l'heure, qui s'inspirent de ce modèle des environnements de recherche et de connaissances. Alors, que faisons-nous plus concrètement? Nous travaillons à un grand projet de recherche en archéologie du contemporain nommé Observatoire de l'imaginaire contemporain, lequel inclut divers éléments. Par exemple, ce sont des captures d'écran de notre site que je vous présente maintenant, un répertoire des œuvres hyper-médiatiques. Alors, dans cette base de données, au moment où j'ai fait la capture d'écran, il y avait plus de 4000 titres. Donc, cette base de données qui se présente comme une collection symptomatique de la création web. Nous faisons aussi des dossiers thématiques et des cahiers virtuels qui vont présenter un courant, une pratique récurrente.
Nous faisons des expositions en ligne. Abécédaire du web est un exemple. C'est une exposition dont j'ai assuré le commissariat et qui fait aussi l'objet d'un livre publié aux presses de l'Université du Québec et qui, là aussi, est accessible en accès libre de droit. C'est-à-dire qu'il est gratuit. C'est une philosophie donc, du open access que l'on pratique même dans nos publications universitaires. Donc, Abécédaire du web. Autre exemple d'exposition Speed Show. Ces expositions visent à mettre en valeur les œuvres de notre collection et bien sûr une revue de création qui s'appelle Bleu-Orange et qui invite des auteurs à créer, adapter ou encore à traduire une œuvre de littérature hypermédiatique. Nous construisons donc une archive flexible et ouverte de la création sur Internet. Cette base de données est accessible, je le répète, en ligne gratuitement à la communauté de chercheurs dans le domaine. Elle se veut aussi ouverte à leurs contributions. J'y reviendrai un peu plus loin. Alors, cette archive vise 2 finalités principales. La première, organiser le chaos discursif. Alors, vous avez peut-être reconnu le vocabulaire de Michel Foucault. Et la pléthore, c'est-à-dire ce matériel en développement continu qui échappe à toute saisie globale. Donc, c'est une première tentative de médiation. Et, deuxièmement, conserver des traces afin de témoigner des diverses caractéristiques de cette culture à l'écran qui émerge depuis une quinzaine d'années, je pourrais même dire depuis une vingtaine d'années. Alors, ce travail requiert des activités de repérage, de sélection, de conservation et de mise en valeur. Il implique non seulement une observation, mais aussi une conceptualisation et une intervention, bref, une théorisation du terrain dans la manière même de l'appréhender. Il n'y a pas d'appréhension neutre ou naturelle. Il y a déjà une opération théorique dans la collecte même des objets, ce que vous comprenez très bien et dont on discute depuis hier. Alors, comme l'écrit à juste titre Tommaso Venturini dans un texte de 2012 qui s'appelle Great Expectations, méthode quali-quantitative et analyse des réseaux sociaux, la prolifération et l'accessibilité des données sur Internet ne simplifie pas le travail d'analyse, tout au contraire. Les données sont là, écrit-il, et je le cite, mais il faut savoir les extraire, les nettoyer, les indexer, les préparer à l'analyse. Il faut, en d'autres termes, les constituer en corpus. Le fait que de plus en plus de données soient disponibles grâce à la traçabilité du numérique ne signifie pas qu'elles soient plus faciles à traiter. En ce sens, on peut dire que les données ne sont jamais données. Alors, c'est une erreur qu'on fait fréquemment. Elles sont toujours construites par le travail des chercheurs. Pour utiliser les mots de Bruno Latour, décidément, on ne devrait jamais parler de données, mais toujours d'obtenus. Fin de la citation. Alors, des éléments dont il faut tenir compte dans notre travail de constitution des corpus. L'archive est une figure centrale de la culture web, vous le savez. Elle est elle-même conçue pour ce double mode d'organisation. Alors, si le format document y est récurrent, il est aussi une importante stratégie narrative, un mode de représentation, une figuration pour les contenus hypermédiatiques, lesquels mettent grandement à profit le principe de la collecte comme interface, par exemple en proposant des pièces à reconstituer aux internautes, données en consultation pour les fins d'un exercice d'information ou de remémoration. Si l'archive web vise dans la plupart des cas une énonciation neutre, certaines œuvres, au contraire, proposeront un discours critique, politique, voire polémique, car l'archive web est aussi parfois activiste. Alors, quelle méthodologie valoriser? Notre premier mandat a été de tracer un portrait, je vous l'ai dit, de la création sur Internet. Nous avons procédé par échantillonnage et indexation descriptive, à la fois d'œuvres que nous jugions des œuvres de référence et de concepts clés. Donc, c'était à la fois collecte et catalogage. Encore ici, les 2 opérations se faisaient ensemble. Alors, des fiches descriptives ont été créées. Vous voyez un exemple ici avec différentes... Là, je vais peut-être aller sur le site, ce sera plus explicite, avec différents éléments de documentation où on voit des photos, des captures d'écran, des textes, mais aussi des informations générales et une taxonomie qui va un peu décrire l'œuvre en extrait que nous voulons documenter.
Alors, ce modèle de la fiche a été adapté au fur et à mesure de la collecte et de l'observation des œuvres. La taxonomie a été aussi sans cesse révisée et elle fait toujours l'objet d'une révision. La terminologie et les définitions sont toujours adaptées aux innovations. Alors, de ces fiches simples, nous avons fait des fiches après qui sont enrichies, c'est-à-dire des fiches qui, elles, vont intégrer un peu plus d'informations, une documentation visuelle plus élaborée, un commentaire critique un peu plus long. Donc, je vous montre un exemple de fiche enrichie. Voilà. Alors, non, ça fonctionne. Voilà, là, un texte est un peu critique, toujours signé par un auteur qui est un assistant de recherche du laboratoire avec des références et les mêmes informations que vous trouvez dans les fiches simples. Là, je vais vous montrer une navigation filmée qui est une manière pour nous de documenter aussi la volatilité des sites web qui dont les URL peuvent disparaître ou qui sont difficiles à être repérés. Là, je branche le son, on m'a dit de ne pas le brancher. Donc, une œuvre qui s'appelle Inanimate Alice. Alors, la navigation filmée, c'est un microfilm qui, bien que fragmentaire, car il ne représente qu'une expérience de l'œuvre parmi plusieurs possibles, témoignait davantage, à notre avis, de l'expérience polysensorielle que proposaient les œuvres. Elles étaient plus complètes que les simples captures d'écran qui représentaient la documentation minimale. Oups. On comprend dans les navigations filmiques qu'il y a aussi un travail éditorial qui est fait par l'assistant de recherche qui choisit les séquences parmi les plus symptomatiques du site qu'il a abondamment visionné avant, un peu sous le principe de la conservation des... On s'était inspiré du modèle des jeux vidéo pour archiver des séquences. Voilà. Donc, je reviens à ma présentation. Alors, pour enfin tenter de cartographier, alors je réfère au titre du colloque, ou proposer des expositions et des revues qui mettront en valeur notre collection. Alors, nous organisons l'information selon un principe d'emboîtement de documents primaires, c'est-à-dire les œuvres de notre collection, secondaires, ce répertoire de fiches simples et enrichies que je viens de vous présenter, et tertiaires, lesquels organisent les sources secondaires à travers des perspectives théoriques et critiques ciblées, que ce soit les dossiers thématiques, les cahiers virtuels ou encore les expositions en ligne. Nos répertoires font cohabiter des sources d'informations de nature multiple, des images graphiques, des fiches descriptives, des commentaires théoriques et critiques, qui sont trois manières de faire classique de la muséologie, des navigations filmées dont je vous ai montré un extrait, lesquelles répondent également à notre mission d'archivage et de documentation de la culture web, nous le savons, par essence volatile. Alors, le prochain cycle de travaux qui s'amorce pour nous sera de redévelopper l'ensemble de ces environnements de recherche et connaissances qui sont déjà mis en ligne en fonction des normes du web sémantique au profit d'un écosystème numérique ou un ensemble de ressources décloisonnées. Bref, faire en sorte que nos bases de données communiquent entre elles, un peu ce qu'expliquaient Claire et Michael hier, c'est-à-dire qu'au lieu de construire des bases de données en silo, nous cherchons à produire une interface qui permette de pouvoir faire une seule recherche, mais d'avoir accès à des bases de données multiples. Alors, nous avons une équipe de chargés de projets médiatiques qui y travaille et nous avons demandé une subvention au programme de fonds canadien pour l'innovation. J'espère que nous allons la recevoir. Notre modèle se veut donc un hybride entre la conservation, c'est-à-dire une certaine pérennité, et la diffusion de contenu le plus actuel possible, c'est-à-dire, comme disent les anglophones, « art now », maintenant, en direct.
Alors, la nature même de notre objet d'étude nous conduit à convenir de certaines stratégies méthodologiques et je résume les quelques points que je vous présenterai dans cette dernière partie de ma présentation. Donc, la mise en commun des ressources, établir un protocole de recherche basé sur l'expérience variable des œuvres ou des textes pour représenter un profil type d'œuvre, ouvrir les données et leurs utilisations pour les communautés académiques et concevoir des méthodologies de la recherche en externalisation ouverte auxquelles la communauté peut contribuer. Alors tout d'abord, suivant l'un de nos premiers mandats, ce répertoire des arts et des littératures est mis en ligne. Alors, ce sont des œuvres de création web déterminées, qui sont choisies en comité, sont déterminées en comité scientifique par les chercheurs et les assistants de recherche. Elles sont mises en valeur sur le site de manière à témoigner du devenir des arts et lettres à l'ère du numérique. Et à ce jour, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avions un peu plus de 4000 fiches qui peuvent être consultées à partir du site du laboratoire. L'Observatoire de l'imaginaire contemporain est par la suite mis en ligne depuis 2009. Il vise, dans cet esprit, à mettre d'autres types de données en commun, des articles, des actes de colloque, des communications, des appels de proposition. Alors, plus d'une vingtaine de projets en ligne ont vocation à se retrouver dans l'indexation du moteur de recherche de l'Observatoire. Et ces projets sont présentés dans un espace spécifique de notre site qui s'appelle Agora. Alors, les œuvres d'art web sont également valorisées par ces expositions en ligne dont je vous ai parlé plus tôt, Abécédaire du web, Speed Show. Alors, ces divers types de contenus font valoir plusieurs aspects des œuvres au moyen de descriptions, d'analyses brèves ou enrichies, de documentation média. C'est variable, des captures d'écran, des navigations filmées et surtout d'une taxonomie qui en souligne les modes d'interactivité. Alors, la mise en commun des ressources est donc chaperonnée par l'équipe du laboratoire et est déterminée par le raffinement des infrastructures web développées au NT2. Alors, ces environnements de recherche et connaissances, donc, ne réunissent pas simplement des données, elles les relient au moyen de mots-clés, donc une taxonomie, qui permettent aux chercheurs d'avoir accès à des contenus connexes et thématiques. Je vais vous donner un exemple très simple, mais c'est pour montrer la complexité de cette taxonomie, c'est que certains pourront associer une œuvre littéraire à un écrivain et d'autres pourront l'associer à un auteur. Alors, il faut que le mot écrivain et auteur soient jumelés pour que dans la recherche, ces deux entrées puissent amener au même contenu. Donc, c'est un travail qui est très complexe et très laborieux. Alors, nous opérons à la fois une lecture à distance, ou ce que Franco Moratti appelle un distant reading, par la gestion du nombre, et bien sûr aussi une interprétation pointue, un close reading, plus fréquente dans l'herméneutique universitaire. Alors, deuxième point méthodologique, le protocole de recherche qui est basé sur une expérience variable des œuvres, parce que ces œuvres réseau qui sont contributives et qui sont interactives, elles ne sont jamais les mêmes selon l'expérience qu'en fera l'internaute. Donc, nous, on vise pas l'exhaustivité, on vise pas la neutralité, on vise un profil type de l'œuvre qui ne pourra émerger qu'après la confrontation de plusieurs navigations. Donc, c'est un travail qui se fait par équipe. Et c'est un grand changement dans les méthodologies de l'histoire de l'art, parce qu'on s'inspire beaucoup des modèles de méthodologie scientifique, alors que l'historien d'art, dans l'imaginaire classique, c'est quelqu'un qui réfléchit tout seul, assis à son bureau, qui parle à personne et qui écrit des livres. Bon, c'est à peu près ça. Mais là, nous, on doit travailler en équipe. C'est la base même de notre documentation. Donc, nous avons établi un protocole pour la documentation, la description des œuvres qui tient compte de cette tension entre variabilité des expériences et consensus dans l'interprétation. Alors, les œuvres hypermédiatiques sont praticables. Alors, c'est un vocabulaire que vous allez retrouver autant dans les écrits de Emmanuel Mahé, Jean-Paul Fourmentreau, Antoine Aignon. Elles sont praticables, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas des ensembles donnés, mais des invitations à la découverte et à la transformation. Le faire, c'est-à-dire les gestes de manipulation des interfaces, les déambulations dans et à travers l'œuvre, y est aléatoire, parfois individuel, parfois plus collectif, surtout si on s'inspire du modèle du jeu vidéo. Ainsi, le parcours sera renouvelé à chaque itération de l'œuvre, toujours en partie singulière, selon son principe d'ouverture et d'indétermination, mais en proposant tout de même des prescriptions que le spectateur doit reconnaître afin d'en garantir, bien sûr, la maniabilité et la jouabilité. C'est le principe d'affordance de l'œuvre.
Alors, dans sa thèse de doctorat en muséologie, Stéphane Bellin décrit à juste titre l'écriture de l'histoire de l'art au sein du laboratoire NT2 comme une, et je le cite, « énonciation documentaire polyphonique ». Fin de la citation. Par cette expression, l'auteur rappelle l'importance de considérer les documents dans leur contexte d'énonciation. L'énonciation documentaire, poursuit-il, permet de considérer l'écriture au sens large, à travers sa matérialité et en tenant compte de la dimension visuelle et, moi, j'ajouterais sonore, bien sûr, de l'information. Alors, la notion d'énonciation, ici, présuppose donc une pluralité d'énonciateurs. Troisième point, l'écosystème du NT2 sémantique vise une plus grande opérationnalité des environnements de recherche et de connaissances déployés en créant un ensemble de ressources numériques décloisonnées. À terme, les bases de données deviennent compatibles et communiquent entre elles en respectant des protocoles standardisés. Elles sont établies de manière à maximiser l'innovation dans les recherches de ses utilisateurs principaux et des chercheurs du NT2, du Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire Figura et bien sûr de la communauté des internautes intéressés par le sujet. Alors, dernier point, concevoir des méthodologies de la recherche en crowdsourcing ou externalisation ouverte auquel la communauté peut contribuer. Alors, je dois vous avouer que cet aspect est encore à optimiser. C'est plus une volonté qu'une réalité. Alors, on vise ici un partage, la délégation partielle du processus à la communauté et dans la constitution des savoirs, une méthode de négociation des savoirs qui s'oppose à toute fixation de la connaissance. Ces méthodologies s'inscrivent dans le paradigme post-positiviste de la recherche, lequel comprend toute forme de savoir comme une construction subjective et dynamique et, par extension, variable et transitoire. On n'est plus dans le lieu de la vérité ici. Sur cet aspect, la plateforme numérique conçue par l'équipe de Bruno Latour, enquête sur les modes d'existence d'une anthropologie des modernes, pour ceux qui la connaissent, pourrait être un modèle, bien qu'elle soit très sélective. Nous l'avons mise à l'épreuve et pour contribuer, il faut être très savant et très persistant. Alors, Latour et son équipe ont généré un vocabulaire méthodologique révélateur de changements significatifs dans la modalité de collecte de données, mais on pourrait dire collecte d'obtenus, ou, comme nous l'avons dit plus tôt, dans les éléments qui sont générés par cette collecte. Les notions de dispositif diplomatique, de version alternative, pour rendre compte de la fabrique de l'objectivité et de négociations reposant sur la participation et les reformulations des co-enquêteurs deviennent des notions importantes pour notre propre recherche. Les contributions reçues de la communauté doivent être opératoires, selon le terme choisi par l'équipe des enquêtes, et se soumettre au protocole d'écrit qui peut être laborieux. Donc, nous, on cherche à rendre cette plateforme un peu plus flexible. Alors, ce protocole postule, entre autres, que tout contributeur, toute contributrice peut ou est un co-enquêteur et peut reformuler, compléter, appliquer, mais aussi corriger, tester, protester. Alors, si le protocole du NT2 tient compte de l'expérience variable de l'œuvre d'art en combinant différents modes d'identification, du texte descriptif à l'indexation par terme des contenus, la plateforme numérique de Latour s'ouvre plus radicalement à l'expérience variable de ses lecteurs. Alors, les contributions mettent à profit les expertises variées des interlocuteurs en ligne qui désirent prendre part à cette anthropologie des modernes. Alors, ces manières de faire, ce sera ma conclusion, sont induites par la nature même des corpus que nous archivons. Il s'agit de documenter, de conserver des traces d'une expérience, je le répète, variable, plutôt que de collecter des objets fixes et externes. L'œuvre est indissociable de l'activité perceptive de l'internaute, qu'il soit spectateur ou chercheur. Comme les œuvres web sont praticables, comme elles requièrent une performation, alors le terme est de Samuel Bianchini, une action corporelle en prise avec un dispositif interactif et un investissement du spectateur, les méthodologies d'analyse en seront transformées pour devenir aussi des méthodologies de la praticabilité où toute mise à distance objective est illusoire. Ainsi, faire l'histoire de l'art web, c'est toujours en partie parler de soi, du moins de sa propre expérience.
Pour cette histoire de l'art web, certains deuils sont à faire, l'exhaustivité, la parole d'autorité, la stabilité des documents, la préservation des objets ou des artefacts, car le corpus est extrêmement dynamique. Alors, pour la rencontre Obzine sur le temps réel qui s'est déroulée la semaine dernière à Marseille, j'avais attiré l'attention sur la dimension événementielle de l'expérience du spectateur d'art hypermédiatique, où l'interactivité est intrinsèque à l'œuvre. Alors, ce temps hypermédiatique n'est ainsi pas un temps de représentation de ce qui a nécessairement préexisté au spectacle, mais un temps de présentation de ce qui se déploie par la rencontre sujet-machine. À ce temps direct de l'expérience s'oppose le temps anachronique de l'archive, qui est le temps de l'histoire, cette couche de médiation par texte, image, émulation que l'on construit autour des œuvres et qui représente toujours en partie un passé accompli. Car même avec l'objet le plus voisin dans le temps, le plus direct, il y a nécessairement décalage entre la documentation et l'occurrence de l'œuvre. Enfin, les environnements de recherche et connaissance représentent peut-être une manière de contourner ce paradoxe de la distance et de la proximité propre à l'histoire de l'art actuel, en proposant des savoirs en transition, mobiles et adaptables, révélateurs des objets d'étude au centre de leur mission, entre pérennité et ouverture, entre documents et événements, entre l'actualité et le temps de l'histoire. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions, Marc? Tout de suite, en fait, je regarde le site NT2 là. Oui. Et je regardais donc. Pardon. Je regardais les expositions, la partie exposition voilà. Oui. Et donc en fait, comme je travaille actuellement sur Sans Notion, qui est quelque chose qui est relativement pas proche, mais en tout cas qui devrait se compléter par ce que vous faites au NT2. Et sur Sans Notion, le processus de réponse en ligne est beaucoup plus simplifié. C'est-à-dire qu'on peut commenter les choses que l'on voit directement sur Sans Notion, y compris donc apporter sa contribution. Et là, en fait, on est plutôt dans une espèce de site vitrine. On voit bien les expositions qui sont là, mais auxquelles on ne peut rien rajouter ni commenter. On peut c'est-à-dire que l'idée que ce soit diffusé sur... Alors, je vous montre l'abécédaire. Le principe était très simple. Il fallait choisir une notion par lettre. C'était simple, mais complexe, parce qu'il fallait livrer disons, l'ensemble de la vision. C'était vraiment un effort didactique que nous avons fait. Et d'ailleurs, j'ai pensé à vous tout le long, parce que l'épistolaire était une entrée. Donc, la carte, l'idée de la lettre, l'épistolaire était une modalité. Donc, il y avait, par exemple, si on prend l'épistolaire, le principe était très simple. On faisait un petit, ce qu'on appelle, nous, un flambeau, un petit descripteur. Il y a un fichier attaché avec un article plus long, et on trouve des œuvres symptomatiques qui sont navigables par navigation filmée. Bon. Oui, effectivement, c'est un peu statique parce qu'il faut archiver, mais on voulait garder l'internaute dans l'environnement de notre... J'ai pas dit que c'était statique. Oui, mais c'était... Mais en fait... moi, je le critique rétrospectivement parce que je me dis, bon, c'est une plateforme web, alors on peut toujours modifier les contenus. Alors, des artistes m'ont écrit pour me dire, « Ah, vous n'avez pas mis mon œuvre ?» Bon, alors moi, je suis toujours ouverte à ça et j'ai rajouté. C'est-à-dire que c'est transformable. Et évidemment, ce qu'on veut, c'est que les gens nous écrivent et contribuent. Mais on est une plateforme universitaire. Il nous faut une étape éditoriale. On peut pas entrer les contenus en direct. Non, en fait, je ne parlais pas de statique. Je disais simplement, même en étant dans cette idée universitaire, l'idée, c'est que les choses, on puisse s'en emparer assez rapidement. Et donc... Par rapport au site NT2, c'est assez difficile finalement d'avoir le droit d'écrire quelque chose ou même de trouver un contact, etc. Et en fait, on est dans une position pas statique, mais d'observation de la didactique qui est mise en place. Oui. Et en fait, c'est ce qui nous semblait intéressant dans Sans Notion, c'est-à-dire que quand on est un universitaire, n'importe lequel dans le monde, on voit quelque chose qui est marqué et puis on se dit, tiens, tout de suite, je vais penser à quelque chose et je vais apporter un commentaire qui peut être enlevé ou non. C'est pas il y a toujours un modérateur, bien sûr. Mais que ce commentaire soit dans une espèce d'actualité de quelque chose qu'on a vu. Je sais pas, par exemple, je vois, épistolaire, ça me fait penser à telle œuvre que j'ai vue dans ce colloque, etc. Et là, en fait, c'est pas possible. On a une transmission de l'information et de la conscience, on va dire, de ces informations, qui est pratiquement inaccessible. Enfin, on ne peut pas l'accéder de l'extérieur, quoi.
C'est ce que je reprocherais un peu à NT. Ah oui, mais vous avez raison. Voilà. C'est pour ça qu'il y a 3 phases. Alors, bon, notre recherche est liée à l'argent. J'imagine que tout le monde vit cette réalité-là. Nous avons le Fonds canadien pour l'innovation, c'est un fonds extrêmement généreux. Donc, nous avons eu une première subvention de près de 3 millions de dollars pour mettre sur pied la plateforme, dollars canadiens quand même. Pas dollars américains. Et donc, dans une première... 2,5 millions. Et dans une première phase, de mettre toute l'infrastructure des bases de données et de mettre sur pied cet observatoire de l'imaginaire contemporain. Nous avons eu une deuxième phase de subvention pour alimenter nos contenus. Celle que nous demandons présentement, c'est pour cette interopérabilité et pour intégrer, donc dans la France 3, cet aspect d'externalisation ouverte. Parce qu'il n'y a pas de contribution possible des internautes, il y a juste une consultation. Et c'est ça qui va nous amener à ouvrir nos bases de données et permettre des plateformes plus interactives en direct. Tout à fait. C'est vraiment la 3e phase qui est visée. On est enregistré, je ne dirais pas qu'on va peut-être la faire, même si on n'a pas la subvention. Mais en fait, si on n'a pas la subvention, on ne l'aura pas. On ne la fera pas. Non, mais c'était cette idée vraiment qu'on participe à une conscience commune qui est interdisciplinaire et surtout interplateforme, quoi. C'est un peu le... Mais on travaille, peut-être, il y a une question au fond, mais peut-être si je reviens au site du Lab, nous avons, d'ailleurs, notre dernier... ça, c'était... Dans les nouvelles, on avait un projet qui s'appelle le projet CEL avec des universités au Danemark, en Angleterre, en Espagne et West Virginia, aux États-Unis, où on va mettre en commun aussi nos bases de données avec d'autres universités. Ça, c'est assez intéressant. Ça serait bien qu'on puisse... oui, enfin voilà, c'est le projet CEL qui est donc un consortium de littérature électronique où nous sommes en charge de mettre la plateforme pour l'interopérabilité des systèmes. Il y avait quelqu'un en arrière, oui? Bonjour, Éric Guichard. Merci pour cette excellente description qui me semble témoigner d'un travail superbe. Je vais me permettre une petite question peut-être un peu polémique. Vous avez dit à un moment, j'ai chopé une jolie phrase, vous disiez, on n'est plus dans le lieu de la vérité. Et j'ai envie de vous demander, mais est-ce que vous n'êtes pas dans celui de la norme et du pouvoir? Parce que vous commencez par présenter votre projet comme scientifique, objectif, etc. Et on peut se demander... Alors déjà, ce qui est tout à fait étrange, c'est que cette image, elle nous montre bien que les questions de l'art contemporain fonctionnent bien avec celles d'interopérabilité, donc avec les grands acteurs industriels de l'Internet. Et jusqu'à quel point, en faisant ce travail... qui est à la fois scientifique, objectif, mais qui n'est pas dans la vérité, etc., vous contribuez directement à une définition précise de ce qu'est l'art contemporain, de ce qu'est la cote des artistes, etc. C'est-à-dire vous devez avoir conscience, vous fabriquez la valeur en même temps, quoi. Oui, ce serait naïf de nier ça. Mais peut-être que si on peut avoir une petite discussion terminologique... l'objectivité ou la valeur scientifique, c'est plutôt pensé comme une première organisation du chaos. Évidemment, ça produit de la connaissance, donc ça produit une science, tout à fait. Mais c'est pour ça que nous sommes intéressés par cette idée de contribution en externalisation ouverte, ou crowdsourcing, où la communauté peut contribuer, bien que c'est... Parce que derrière ça, il y a aussi cette idée que le savoir est mouvant. C'est pas nécessairement... le savoir est transitoire. Dans l'histoire de l'art, en fait, moi, je parle du point de vue de l'histoire de l'art. Je suis dans un département d'histoire de l'art. Nous avons un très fort, disons, contingent de professeurs qui travaillent en art actuel et contemporain. Nous avons bien sûr des gens qui travaillent en perspective historique, mais ce n'est pas une histoire de l'art, des grands récits, d'une macro-histoire que l'on fait où, bon, on nous raconte tout ça à l'école secondaire, qu'il y a le baroque et le néoclassique, et il y a une histoire de l'art en enfilade avec plein de certitudes et un ton d'autorité. Qui est incontestable. Non, nos modèles sont toujours transformables, améliorables. La vérité, ça appartient plus à l'université du 21e siècle, non. Nous, on a fait le deuil de la vérité au Québec, même dans les sciences appliquées. On parle plutôt de modèles transitoires. On parle au mieux, on a une bonne idée et elle se confirme. Au pire, on change d'idée. C'est pas plus grave que ça. Donc, c'est un peu détendu par rapport
Alors, c'est ce que je disais, on est dans un paradigme post-positiviste, où on accepte toutes sortes de méthodologies qui ne sont pas fréquentes à l'université. Par exemple, des récits personnels, un journal ethnographique comme La Parole, auto-ethnographique comme La Parole de l'historien d'art, qui n'est pas une énonciation neutre, objective à la troisième personne. Voilà. Ce sont des petites choses, mais je comprends cette dimension quand on est avec les dispositifs, dirait Agamben, tout dispositif, on est toujours dans un lieu de pouvoir et de contrôle. Mais l'écriture même, manuscrite, est un dispositif. La langue nous formate notre façon de penser. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais j'accepte ce paradoxe. C'est créatif. Mais je tiens à dire qu'on est ouvert à l'inattendu. Donc, le principe de sérendipité ou serendipity, si quelque chose qu'on n'a pas prévu arrive, on va l'intégrer. On va corriger nos données, nos obtenus, pardon. Mais on produit une couche de médiation, c'est-à-dire que c'est ça, il y a peut-être une prétention de qui ne connaît pas l'art web pourrait dire je vais aller lire l'abécédaire et puis j'aurai 26 entrées qui m'expliquera ce que c'est que l'art hypermédiatique. Voilà. Ces entrées-là peuvent changer. Oui, ça, je voulais dire. On peut changer de lettre. La lettre peut changer de thème. Si un meilleur E arrive que épistolaire, on changera. Non, mais c'est un très bon travail. C'était juste sur l'idée... Comme finalement, en fait, le milieu quand même lié au numérique est assez rétréci quelque part. On connaît un peu tout le monde et tout ça. Et au bout d'un moment, toutes les énergies sont nécessaires pour que les choses elles avancent et qu'elles soient peut-être pas dans une recherche de vérité parce que c'est bien, on a bien compris que c'était impossible, mais en tout cas dans une espèce de régulation comme ça des éléments contributifs. Et on pourrait et c'est vraiment nécessaire que tout le monde puisse travailler très rapidement sur des systèmes opératoires. Oui, oui. Bon, alors peut-être pour terminer, c'est évident qu'on profite, parce que nous sommes dans les patrimoines immatériels, mais aussi patrimoine numérique, on profite donc de priorités canadiennes de recherche qui, elles, sont très, très liées au pouvoir. Alors, je vous les résume. C'est l'industrie automobile, l'aviation, les systèmes numériques et le Nord, les Amérindiens et le Nord. Alors, ce sont les priorités présentement de recherche canadiennes. Alors, pour mes collègues qui travaillent sur le 18e siècle, c'est plus difficile. Non, pour avoir des sous, bien sûr, ils travaillent. Quel est votre rapport aux autres? J'allais vous poser une question sur votre approche de l'EMSI, par exemple. Moi, je m'étais beaucoup intéressée. Ils ont une base de données relativement simple, primitive, mais on peut apporter quelque chose. Oui. On peut se faire inscrire. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, parce que vous avez parlé de interopérabilité, de pouvoir donner... Est-ce qu'ils ont accès à vos données? En fait, c'est ce que le projet CEL va proposer. Alors, vous voyez, on est avec l'ENSIP de Bergen, l'Université West Virginia, Puerto Rico, Portugal, Allemagne, Hermeneia en Espagne. Donc, on essaie de... Tout le monde construit des bases de données. Hein? Donc là, ce qu'on veut, c'est se parler. L'idée maintenant, c'est plus le répertoire, c'est plus l'encyclopédie. Si on a une image, la phase 1, c'était un répertoire. La phase 2, c'était une encyclopédie. Maintenant, c'est un écosystème. On veut que les bases de données se parlent entre elles. Donc, oui, ce sont des partenariats qui ont émergé d'ailleurs des rencontres ILO sur la littérature électronique, l'organisation. Donc, on a des ententes formelles avec eux. Ce sont des vrais partenaires qui ont accepté de participer. Merci. Merci.